Voilà. Bon, eh bien, merci Benoît et pardon de ce retard à l'allumage. Voilà. Non, simplement, je sais que tu es sur les rivages de la mer de Chine et merci de nous consacrer ce temps, même avec ce décalage horaire, bien sûr, Voilà. avec cette région. Alors bon, Donc, bonjour, bonsoir à vous deux et à tout le monde. merci. Et Annick est là avec nous et malheureusement, on a eu du mal à se connecter tous, surtout moi et Annick aussi. Voilà, ce qui fait on va quand même faire l'échange à nous trois et Annick sera en mode audio seulement, mais l'important c'est qu'on puisse s'entendre. Alors, je disais simplement que pour ceux qui ne te connaîtraient pas ou pas suffisamment, je rappelle quand même que tu es jésuite, sinologue, politologue et professeur de sciences religieuses à l'université Fudan de Shanghai, que tu as publié une bonne vingtaine d'ouvrages, dont des recueils de poèmes. Et je cite ton dernier livre qui s'intitule Que cette demeure est donc précaire, qui est cité de Teilhard de Chardin, et il y a un sous-titre à cet ouvrage qui est De Chine, pensée en pandémie. Alors, tu es également peintre et nous, à Sacrate Saint-Paul, nous avons eu la chance, quand tu es venu à Hanoï en 2014, d'avoir cette image, je ne sais pas si elle s'affiche, voilà, Elle s'affiche. Elle s'affiche. ce Christ arbre de vie. Enfin, c'est moi qui l'intitule ainsi, mais peut-être que tu as un autre titre Non, pour non, cette. j'ai le même titre. J'ai le même Voilà. titre. Bon, Voilà. et voilà, avec ces poissons et ces oiseaux. Et elle nous accompagne depuis cette époque, et elle est un peu emblématique des sessions Socrate-Saint-Paul. Et à cette occasion, parce que tu étais venu pour les sessions de juillet et d'août 2014, tu nous avais parlé, éclairé sur cette sagesse chinoise, les classiques de la sagesse chinoise, une sagesse plurimillénaire et pourtant assez largement inconnue du monde occidental. Alors, ça sera un peu l'objet d'une première question, avant que Annick pose la suivante. Ce sera pour habiter cette demeure précaire. Voilà, on a Annick, c'est formidable. Pour habiter cette demeure précaire, celle qui fait le titre de ton livre, est-ce qu'il y a des leçons ou des discernements particuliers de la sagesse chinoise qui peuvent nous inspirer, qu'elle peut nous offrir? Voilà, c'est ma première question. Eh bien, j'en vois peut-être deux, effectivement. La première, c'est que la tradition chinoise, comme la plupart des traditions asiatiques, insiste beaucoup sur l'approche des êtres, quels qu'ils soient, humains, plantes, animaux, comme un nœud de relation plutôt qu'une substance, ce qu'on appelle l'interrelationnalité, c'est-à-dire qu'on approche quelqu'un, disons tout phénomène de vie, toute expression de la vie, non pas comme une substance autonome, mais comme un nœud qui ne prend sens que dans les faisceaux de relations dans lesquels il est inséré. Alors, qui dit interrelationnalité dit évidemment contagiosité, c'est-à-dire c'est les contacts entre nœuds qui créent les passages. Voilà. Si nous étions des monades parfaitement isolées les unes des autres, nous ne serions pas contagieux. Donc, il y a sans doute une notion beaucoup plus immédiate que chez nous du fait que la contagiosité est inséparable de la vie. Voilà. La contagiosité n'est en soi ni bonne ni mauvaise, d'ailleurs. La contagiosité, c'est celle de l'espérance, c'est celle de l'affection, c'est celle de la jalousie, c'est celle des virus. Voilà. Donc, je dirais, il y a quelque chose dans l'approche de la vie en tradition chinoise qui rend cette réalité beaucoup plus immédiatement compréhensible. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est vrai aujourd'hui, mais c'est certainement vrai pour la tradition de sagesse proprement dite. Il y a un deuxième point, certainement, dans lequel alors la pensée chinoise historiquement située, disons celle qui va de Confucius au premier empire chinois, peut nous aider à penser,
c'est que c'est explicitement une tradition qui s'est située dans un contexte de crise, et notamment de guerre civile. Et donc, notamment, quelqu'un comme Massius présente toutes les hypothèses ou toutes les situations qu'il étudie comme des situations de vie ou de mort. Lorsqu'on lui dit, mais alors vous insistez tellement sur les rituels, est-ce que la vie, par exemple, n'est pas plus importante que les rituels? Il répond en disant, si j'ai faim, mais que je dois tordre le bras de mon frère pour lui prendre un morceau de pain, est-ce que je vais le faire? C'est ça le rituel. C'est-à-dire que son problème, c'est comment sauver mon humanité dans une situation qui est une situation de vie ou de mort, si vous voulez. Voilà. D'ailleurs, il dit à un moment donné, j'aime la viande d'ours et j'aime le poisson. Si je dois choisir, je choisis la viande d'ours. J'aime la vie, mais j'aime la justice. Si je dois choisir, je choisis la justice. Voilà. Donc des choses très quotidiennes, très simples, deviennent une sorte de porche d'entrée pour voir ce que je vais faire dans des situations extrêmes. Et ça, c'est net, disons, pour tous les écrits chinois qui, plus sans doute même que pour les écrits grecs, plus fortement, qui sont écrits entre le 6e et le 1er siècle de notre ère, pour faire court. Et donc, la Chine comprend assez facilement ce que sont des situations d'exception. Voilà, ce qui peut aider dans des cas de pandémie, par exemple. Voilà deux façons par lesquelles on peut approcher la manière dont une tradition chinoise nous aide à comprendre, ou peut-être pas de façon profondément différente de la nôtre, mais disons avec ces inflexions particulières, des situations de crise telles que celles que nous continuons de traverser. Alors, en même temps, Benoît, dans ce que tu décris, on sent cet enjeu d'un collectif qui est pensé presque spontanément dans cette tradition. Et nous, dans le titre, un temps pour changer, un temps pour se relier, on est face à un enjeu aussi de l'individualité qu'il faut affronter. Qu'est-ce qui est à ancrer du côté de ce que chacun individuellement peut porter en changement et par rapport symboliquement à une pandémie qui a amené chacun à se protéger avec des masques, à se couper de la reliance à l'autre, donc tu dis qu'elle était au cœur chez les Chinois, comment on doit créer une nouvelle façon de se relier entre individus, là, en se mettant en micro? Eh bien, je dirais d'abord que le paradoxe de la situation, c'était que vraiment se relier, dans le cas présent, n'employons d'ailleurs pas trop vite l'imparfait, vraiment se relier, dans le cas présent, c'est savoir se couper. Donc, il y a des modes de présence, qui ne passent pas par l'immédiateté, mais qui passent par des sacrifices qui s'effectuent et peut-être par d'autres modes de présence, alors, disons plus spirituels, pour oser le mot. Voilà. Mais en tout cas, savoir à un moment créer des barrières, c'était une façon de protéger l'autre en même temps qu'on se protégeait. Et ça reste vrai. Voilà, premier point. Deuxième point, là, j'emprunterai peut-être plus à la tradition grecque qu'à la tradition chinoise. Moi, il y a quelque chose quand même qui me heurte en France ou qui me semble pas bien compris. Le respect des libertés est essentiel. Et ça est évident que ça n'a pas été le cas en Chine aujourd'hui et que ce n'est pas spontanément le cas en tradition chinoise. Mais les Grecs et les Latins, qui avaient un sens profond de la liberté individuelle, pour le coup, savaient également très bien ce qu'étaient des situations d'exception, des situations de crise. Et que la règle essentielle dans ces cas-là, c'était qu'on avait le droit de passer des lois d'exception, mais que simplement, une fois que la période d'exception était passée, ceux qui les avaient passés étaient justiciables. Et d'ailleurs, devaient rendre compte des cas précis. Et même Cicéron, qui avait pris des actions qu'on peut estimer louables et sages à l'époque de la conjuration de Catilina, a été jugé et condamné à l'exil après les mesures qu'il avait prises, estimant qu'il allait aller trop loin dans la restriction des libertés. Et pourtant, il avait à faire face à une conjuration qui visait à renverser le régime de la République romaine. Voilà.
Donc, personnellement, moi, l'idée que dans des périodes d'exception, il y a des régimes d'exception ne me choque pas, pour autant qu'elles soient ancrées dans un temps et que le rendu, le fait de rendre compte une fois la situation passée, soit particulièrement rigoureux, peut-être avec des missions automatiques. En tout cas, examen très précis de ce qui s'est passé durant la période d'exception. Et pour revenir à la Chine, je crois qu'il y a aussi une conscience assez claire que les lois et les comportements s'adaptent aux périodes. C'est-à-dire que toute règle doit savoir être, disons, courbée dans les périodes où cette courbature s'impose. Enfin voilà, peut-être que là, je m'éloigne un peu du sujet, mais vu de Chine, c'est une réflexion qui me vient souvent à l'esprit. Je reviens simplement sur cette compréhension des situations d'exception, parce que ça, c'est vrai que c'est... donc les Chinois sont plus à même de comprendre ces situations d'exception. Est-ce qu'il se passe qu'ils ont une histoire plus profonde que les autres ou, qu'est-ce qui non, c'est à la fois pour des défauts et des qualités claires. C'est qu'il n'y a pas une conception de la loi qui est enracinée dans leur histoire de la même façon que la nôtre. Ou plus exactement, le terme de loi, traditionnellement en Chine, au départ, n'est pas tout à fait séparé du terme de châtiment. La loi, c'est une norme et quand on brise cette norme, on va être automatiquement puni. Et même ce concept-là, du reste, est profondément mis en question, par exemple par les Confucéens, pour lequel c'est le rite, c'est-à-dire la manière dont on se comporte dans une situation donnée qui prime sur la loi. Ou alors la vertu. Donc, la vertu et le rite ont au moins la même importance que la loi et la plupart du temps l'emportent sur eux. Mais il est clair qu'à un moment donné de l'histoire chinoise, qui du reste n'a pas été populaire dans la suite de l'histoire chinoise, est née l'idée qu'il valait mieux une loi totalement impartiale et séparée des gouvernants, une loi qui frappe presque automatiquement. Mais même dans ces cas-là, la mise à l'écart de la loi, s'il le fallait, se faisait presque de soi. Alors, je ne dis pas que ça soit bien, je ne dis pas du tout que ça soit bien, et ça crée d'énormes problèmes. Et disons, le règne de la loi, il était vu aussi comme une conquête et, disons, la route vers la démocratie vers la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle en Chine. Mais disons, ça permet des adaptations dont on a vu la rapidité au début de la pandémie. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de porter des jugements de valeur. Là, c'est peut-être un petit peu des problèmes de tradition culturelle qui sont en jeu, chacune de ces traditions présentant des forces et des faiblesses évidentes, et chaque culture a le droit de faire les arbitrages qu'elle estime devoir faire. Donc, quand je parlais de loi d'exception tout à l'heure, ce n'était pas pour justifier l'idée d'un affaiblissement des démocraties, bien au contraire, c'est plutôt que je crois que la tradition grecque et latine, pour le cas, nous apprend que sauver la démocratie passe parfois par des périodes d'exception immédiatement suivies d'une évaluation de ce qui s'est passé, ce qui est assez différent du cas chinois pour le coup. Voilà. Mais là, c'est moi qui parle. Cela dit, je n'aurais peut-être pas dit la même chose si je n'étais pas situé dans cette partie-là du monde, qui me rend peut-être plus sensible à un autre pan de notre propre tradition. D'accord. De mon côté, je voulais revenir quand même sur la dimension individuelle. Outre la question de respecter les gestes barrières qu'on a pu rencontrer, mais une des questions qui s'est posée dans le cadre de cette pandémie, c'est celle de la manière de vivre sa présence à l'autre. Par exemple, personnes âgées, vieillards isolés, qui sont coupés du lien, d'un ressenti incarné, à qui on dit ce ne sera que par téléphone ou que derrière des tas de barrières. On a un sujet de à quel moment l'amour prévaut et prime. Comment ça se vit du côté de cette tradition chinoise de pouvoir exprimer l'accompagnement.
Dans tes peintures, on verra une peinture d'accompagnement. Comment ça se vit? Que dire? L'amour ne tend jamais vers la mort, hein. On ne va pas aller voir une personne âgée pour lui dire qu'on l'aime, lui faire un gros bisou et risquer de lui transmettre le Covid, ou d'ailleurs de se voir transmettre le Covid par elle. Ça me semble aussi évident que ça. Donc, on a vécu et on vit encore des situations profondément douloureuses. Je crois qu'il vaut mieux dire qu'il y a des douleurs auxquelles on ne peut pas échapper. Donc, évidemment qu'il faut inventer. Ça s'est passé à un moment où il y a une explosion de la virtualité. Donc, effectivement, les meetings Zoom, comme on les fait, bon, sans parler du téléphone, évidemment, ou l'usage que simplement de Skype ou d'autres façons, a permis parfois, comment dire, de mitiger quelque peu la douleur. Mais je ne vais pas aller dire que la bonne chose à faire, c'était d'aller embrasser des gens en maison de retraite s'il y avait un risque que ça transmette le Covid. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Oui, il y a des douleurs. Oui, comme j'allais dire dans toute guerre. Voilà, alors on les vit le plus humainement possible, avec le plus d'inventivité possible, mais comment faire autrement que de les vivre? Voilà, je ne peux que laisser cette question en suspens. Alors, il y a une autre dimension, une autre porte d'entrée, comme le disait Annick, c'est qu'il y a le chemin individuel, voilà, que chacun est amené à faire, et puis il y a ces différents niveaux du chemin collectif, lui, que ce soit, on peut commencer par la famille, qui est une cellule de base, bien sûr, ou plus largement la paroisse, l'entreprise, et puis au-delà, la nation, l'Europe, dont j'ai vu que tu souhaitais qu'elle soit unie et plus resserrée, ou plus largement de la communauté internationale, parce qu'on parle maintenant de gouvernance mondiale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous est-ce que comment ça peut changer, ça doit changer notre approche de ces différents... D'accord. J'aimerais revenir un petit instant sur la question d'Annick pour me faire mieux comprendre. Il y a des périodes dans l'existence où la seule chose qu'on peut faire, c'est de faire humblement ce qu'on a à faire et pas davantage. Je pensais à l'instant à Joseph et Marie allant présenter Jésus au temple. La chose qu'ils font, c'est simplement qu'ils vont présenter le nouveau-né et qu'ils font les sacrifices selon ce qui est prescrit d'eux. C'est-à-dire, leur humilité consiste à accomplir les gestes qui sont demandés à un moment donné. Voilà, c'est tout. Alors, il se passe des choses extraordinaires à ce moment-là, Siméon, la prophétesse Anne, mais je veux dire dans un contexte qui est marqué par l'obéissance et l'humilité. Donc, il faut accepter que dans des périodes difficiles, parfois, l'amour, ça soit de faire simplement ce qu'il est raisonnable et demandé de faire. Voilà. Et c'est très difficile parce qu'on voudrait faire plus. Okay. Donc, ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est quand les choses se remettent en mode de fonctionnement et de fonctionnement évidemment, perturbé. Disons, c'est plus ou moins la période dans laquelle nous commençons à entrer et encore, soyons prudents, hein, une autre vague est possible et ainsi de suite. Voilà. Donc, quand pourra-t-on dire qu'on est véritablement sorti? C'est beaucoup moins clair qu'une déclaration de paix à la fin d'une guerre, si on peut dire, hein, qu'un armistice. Quand l'armistice est-il déclaré dans un cas comme ça? Les frontières sont extrêmement floues. Mais disons, il y a un moment où l'initiative redevient complètement possible. Et dans ces cas-là, évidemment, c'est la créativité qui l'emporte. C'est comme si le réservoir de créativité ou d'action qui avait été comprimé durant la période de restriction peut enfin se mettre pleinement en action. C'est quand même en partie dans lequel on entre et le débat, heureusement, continué durant cette période. Et moi, ce qui me frappe plutôt, c'est qu'il y a un certain consensus jusqu'à présent sur ce qu'il faut faire, c'est-à-dire un mode de reprise qui soit écologiquement tenable, un mode de solidarité qui entraîne une acceptation d'un creusement des déficits publics
et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, jusqu'à présent, ce qui m'étonne, c'est qu'au fond, et m'étonne heureusement, c'est qu'au fond, je trouve que sur les principes d'une certaine façon de recommencer, il y a un consensus, c'est peut-être trop fort, mais disons une sorte de terrain d'entente plus ou moins flou, évidemment, avec des zones d'aspérité, qui me semble plutôt se créer. Je suis peut-être trop optimiste, une fois encore, je ne suis pas venu en Europe depuis un bon moment, mais cette idée, par exemple, d'une relance qui soit en soi soutenable, durable, et d'une façon de faire en sorte que tout le monde puisse tenir en creusant durant un certain temps les déficits publics, a l'air de deux principes que personne ne conteste véritablement sérieusement. Alors, après ça, évidemment, il y a des débats, d'autres débats, annulation de la dette, etc. C'est d'autres questions, mais qui sont sur jusqu'où peut-on aller, par exemple, dans l'application de ces deux principes. Voilà. Alors, ça nous mène à une question forte qui est celle du rapport au temps. Parce que dans cette évolution, le temps de gérer une crise, le temps de sentir qu'on en sort à peu près et qu'on doit partir en créativité, quelle est sa part de besoin, entre guillemets, de patience, à la fois à titre individuel pour digérer ce qui s'est passé et trouver de nouvelles façons de discerner d'ailleurs, et au niveau collectif, comment on doit poser des actes qui entraînent et d'autres qui donnent le temps à ce que ça germe comme il faut. Alors là, il me semble que le retour sur ce qui s'est passé est essentiel. C'est-à-dire, ce qui est très frappant, c'est à quel point on a été bousculé dans notre conception du temps, à quel point 2 semaines de confinement pouvaient sembler éternelles, et ainsi de suite. Voilà. À quel point même on a du mal aujourd'hui à se dire que ce n'est pas terminé, et surtout dans le monde entier, et qu'on peut traîner encore des années avec des choses comme ça. Est-ce que vous croyez qu'en Inde, en Asie du Sud-Est, c'est terminé, en Amérique latine? Il y a du mieux au Chili. Jusqu'au moment où l'Afrique s'est remarquablement tirée. Mais ce qui se passe pour le moment en l'Asie du Sud-Est, où tout s'était très bien passé et où d'un seul coup, il y a une relative explosion des cas, incite à une très grande prudence. Donc, je veux dire, d'un seul coup, on s'est retrouvé devant un facteur temps envers lequel on n'était absolument pas préparé. Donc là, il y a effectivement une dimension personnelle. Comment j'ai vécu le temps de la pandémie? Là encore, répondez-y humblement. Quels sont les moments où vraiment j'arrivais pas à jongler avec le temps, enfin, disons, à mesurer le temps, si je peux dire, où je voulais que ça sorte, ou même j'avais des comportements qui n'étaient pas adaptés à la période parce qu'il fallait que ça se termine plus vite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce que l'épreuve m'a aguerri dans une préparation à une patience plus forte, etc. Donc, s'il y a un élément de discernement et, disons, de retour en arrière, de relecture qui s'impose, c'est premier, avant tout, le rapport au temps, à mon avis. Ça me semble très, très clair, et j'ai eu beaucoup de cas où même des gens, disons, qui se croient très armés ont manifestement totalement loupé le rapport au temps, où il était essentiel dans le week-end qui partait d'aller quelque part. Voilà, ça ne pouvait pas attendre. Oh là là. Bon, on en a tous certainement entendu beaucoup, et on peut faire un retour sur soi-même. Voilà. Alors, ça informe la réponse pour le futur. Il est évident que si la pandémie est de fait, et c'est loin d'être sûr, une occasion, disons, de création, de recréation sociale, ça ne va pas prendre 6 mois, ça c'est évident. Des gestes forts, plusieurs ont déjà été faits. Là encore, il ne faut pas sous-estimer ce qui a été fait. Le plan de relance européen qui a été voté était impressionnant. Il n'était pas évident qu'il soit voté, et il semble peu à peu être pris à mettre en œuvre. Donc, il y aura d'autres. Ça sera, à mon avis, plutôt une question de continuité, c'est-à-dire est-ce qu'on va vraiment mettre en œuvre des principes sur lesquels un certain nombre de décisions semblent avoir déjà été prises. Et va-t-on craquer à certains moments? Sera-t-on capable de continuer, disons, dans la direction sur laquelle, peut-être à tort, il me semble, une fois encore, qu'il y a une sorte de vague terrain d'entente ou de terrain d'entente implicite, je vais plutôt dire, qui s'est déjà esquissé, ou est-ce qu'il y aura des retours en arrière soudains
créer justement par l'amélioration des situations qui entraînera un retour des vieilles habitudes. C'est plutôt la question qui se pose. Mais disons, entre le facteur décision et le facteur patience, c'est le facteur patience qui me semble aujourd'hui le plus difficile à gérer. Et on peut dire d'ailleurs que même dans les entreprises, quand on voit l'impact en changement de culture d'une organisation en télétravail majeur qui va perdurer, parce que ça fait faire des économies aussi, hein, donc ça va perdurer, oui. C'est quelque chose qui ne se pense pas comme ça, rapidement. Ça demande d'être... non, manifestement, ça s'invente. Or, toute invention prend du temps. L'invention, ce n'est pas un claquement des doigts. L'invention, ça dure longtemps. Écrire un grand roman, faire une longue peinture, écrire une symphonie, créer un mouvement social, ça s'inscrit dans le temps, ça s'inscrit dans les repentirs, ça s'inscrit dans une sorte de volonté qui doit être animée à plusieurs moments, et ainsi de suite. Donc, rien ne prend autant de temps que le fait de créer. Voilà. Ce n'est pas création ou patience, c'est patience pour créer. Et toute impatience est non pas créatrice, mais destructrice. Alors, ça va peut-être nous mener à tes tableaux. Qu'est-ce que tu penses, Laurent, de peut-être mettre à l'écran les tableaux que nous a envoyés Benoît, pour illustrer un peu nos propos, et peut-être, Benoît, tu pourras nous les commenter, puisque justement, il s'agit de créer le monde de demain et que rien ne vaut l'art pour nous parler autrement. Est-ce que ça s'affiche là? Alors, pour le moment, c'est uniquement un fichier d'ordinateur qui s'affiche à l'écran. Oui, on a ton fichier. Alors, désert, vous ne le voyez pas, parce que je pensais qu'il s'affichait. On a ta liste de fichiers. Alors, qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Comment ça se fait que... Bon, décidément. Alors, on peut peut-être faire, si pendant que tu n'y arrives pas, peut-être laisser Benoît commenter pour que notre enregistrement se passe au mieux. Oui, et puis on essaiera de les passer. On partagera l'écran en salle, nous, quoi qu'il en soit. Parce qu'il y en a 4. Il y a donc la oui, croix alors je ne vais peut-être pas commenter les 4, mais je vois 2 que je peux commenter. Je vois désert et croix dressée, d'accord? Oui. Si je ne me trompe pas, donc je vais commenter ces 2-là. Donc, désert, c'est pour moi un peu une illustration de la patience dont j'ai parlé. Hein. Voilà, le thème du désert est fort. C'est un désert de nuit que j'ai créé avec des figures qui se dressent, manifestement plutôt au début d'un voyage. La pandémie, pour moi, c'est un peu plus tard en France l'an dernier, a commencé juste avant le début du carême. Et puis, il y a eu de nouveau un retour des choses à ce carême-là. On peut lire l'ensemble de la pandémie comme une traversée du désert, voilà, dans lequel on a peut-être reçu la manne tous les jours, et puis on a eu des brusques retours vers le veau d'or, c'est-à-dire vers les vieilles habitudes ou les manières d'échapper à notre condition. Voilà. Donc, c'était un désert aussi parce qu'il était marqué, comme Annie qui insistait, par la solitude et on n'en est pas encore sorti. Voilà. Donc, c'est en même temps, c'est tous au désert qu'on trouve Dieu. Et moi, j'ai l'impression que la pandémie, jusqu'à présent, était un temps aussi où, dans le silence, le désert et parfois bien au-delà des émotions, beaucoup ont trouvé Dieu. Voilà. Souvent sans le savoir ou sans le sentir, surtout, mais l'ont trouvé. Voilà. Croix dressée, alors je devrais d'abord dire que les 4 peintures que je vous ai envoyées sont en fait des petites peintures digitales, c'est-à-dire sur mon iPad, j'ai installé un petit logiciel de création picturale qui me cause beaucoup de joie et sur lequel j'aime beaucoup peindre. Et les nouveaux logiciels de création picturale sont vraiment extraordinaires. Donc, les peintures que vous voyez sont tout simplement des choses faites sur iPad. Donc, croix dressée, la croix dans cette peinture-là n'est pas séparable de la texture qui l'entoure, c'est-à-dire cet ensemble de lignes et d'aplatis de couleurs dans lequel on peut discerner une croix, mais on a du mal à séparer entièrement cette croix de l'ensemble des connexions, de l'ensemble des courants de couleurs ou des relations de couleurs que l'œuvre dessine dans cet ensemble. Et c'est pour moi une façon de parler de l'interrelation. On peut voir la croix, effectivement, et les 2 attitudes sont justes, comme une sorte de signe isolé qui se plaque sur le monde,
ou au contraire, on peut la voir comme une sorte de gravure qui s'insère dans notre réalité, comme des traces par lesquelles sont reliées des réalités qui l'étaient déjà, mais qui prennent une nouvelle texture et un nouveau sens par le fait d'être liées par le signe de la croix. Voilà un petit peu cela. Maintenant, je la vois s'afficher sur l'écran. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai voulu signifier. Vous voyez, c'est la croix, mais c'est aussi tout simplement une texture, j'allais dire, c'est-à-dire des fils de couleurs et de formes dans laquelle la croix finalement se tisse. Je crois que c'est le meilleur mot que je puisse trouver. La croix est tissée dans la réalité du monde. Et Benoît, moi, je ne peux pas te laisser ne pas commenter celui qui est sur fond rose clair, parce qu'il me semble un peu Alors, dans ce rejoindre. cas-là, il me faut le montrer parce que je l'ai oublié. Je ne sais pas celui qui est... Donc, est-ce que c'est le monsieur qui se retrouve tête en l'air avec un grand courant de vent? C'est celui-là? écoute, oui, c'est Ouais. ça. Une Ouais. des quatre. Voilà. Une des quatre d'aujourd'hui. Et en fait, ouais, il me fait penser, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ma projection, à ce que tu as mentionné tout à l'heure sur les autres formes de présence qui, pour moi, renvoyaient à Jésus apparaissant à Marie-Madeleine. Ne me touche pas. Ah, voilà. Et Alors, quelque écoute, chose à l'envers de c'est ta lecture, mais je n'ai absolument rien contre. Je vois même très, très bien ce que tu veux dire. Pour être honnête, c'était un peu plus humoristique dans le moment, en tout cas où je l'ai réalisé. C'était le grand coup de vent qui renverse tout le monde, y compris les messieurs à chapeau et à canne. Voilà. Mais je n'ai aucun problème non plus avec le fait, ma foi, que ça crée des apparitions ou des façons d'être et que le vent peut porter les choses très loin. Mais disons, d'abord et avant tout, c'était un bon grand coup de tornade. Voilà. D'accord. Mais quand même sur fond rose, c'était pas une tornade grise. Eh ben non, oui, mais les grands coups de vent, j'ai toujours beaucoup aimé ça. C'est sans doute ce qui doit amener, c'est sans doute ce qui doit amener le fond rose. Voilà. C'est celle que vous voyez sur l'écran, vous arrivez à la Non, voir? sur l'écran, on voit toujours croix dressée. Qu'est-ce qui nous vous partage? Je ne sais pas. Peut-être, Benoît, Le puisqu'on va voilà. arriver au... Là, on le voit. Enfin, là, voilà. je le vois. Voilà. Voilà. Est-ce que je voulais simplement, parce que j'ai vu dans les ouvrages que tu as publiés, il y a ce Christ chinois qui, je ne sais pas en quelle année tu l'as publié. 1998. Voilà. Oui. Et merci. Et parce que c'est une question, moi, au fond, le Christ, quelle image, quelle personne, qu'est-ce qui figure en Chine, non pas pour les quelques millions de chrétiens, mais en général, est-ce que la personne, la figure du Christ, comment est-elle reçue en Chine? Je dirais, c'est la même chose qu'en Occident, c'est-à-dire il y a une pluralité de rencontres, d'interprétations et un nombre, j'allais dire, de couches qui rendent difficile l'approche, qui se sont superposées. Et, si on parlait de la figure du Christ en Occident, même en France, je dirais, eh bien, elle est différente pour chacun. Et jusqu'à un certain point, je crois que c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui est net, c'est qu'au début du 19e siècle à la fin du 19e et au début du 20e, quand il y a eu des traductions bibliques qui se sont développées, il y a une chose qui a frappé beaucoup d'intellectuels chinois, en tout cas à tel point que le fondateur du Parti communiste chinois, Chen Duxiu, qui après a été expulsé du Parti communiste chinois, mais pas pour ce qu'il a écrit et que je vais raconter. Donc, le fondateur du Parti communiste chinois a écrit en 1920 un article qui disait que Jésus était d'abord et avant tout l'ami des pauvres. C'était d'abord un pauvre parmi les pauvres. Donc, quand on rencontre l'Évangile pour la première fois, j'allais dire sans plaques qui vont un petit peu perturber la lecture, c'est quelque chose qui frappe assez vite l'esprit. Voilà. Il y a un autre grand écrivain chinois, Lu Xun, qui a fait des textes très ambigus, très curieux sur la crucifixion.
dans lequel, au fond, il dit un peu le contraire de ce que dit la théologie, mais il le dit d'une façon qui me semble se rapprocher de la théologie. Il dit que dans la croix, au fond, Jésus n'est plus le Fils de Dieu et devient le Fils de l'homme. Alors évidemment, une théologie classique dirait plutôt que c'est dans la croix que nous pouvons reconnaître Jésus comme ayant un lien privilégié avec son Père. Mais je crois que Louchune, au fond, sent la même chose d'une façon paradoxale. C'est-à-dire, ce qu'il veut dire, c'est toutes les représentations attachées au nom Fils de Dieu qui tombe sur la croix, et il reste ce dénuement dans lequel le Christ est simplement le Fils de l'homme. Donc, il y a évidemment bien d'autres types de représentations. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, par exemple, qui, touchés un peu par les courants américains, prêchent plutôt un évangile de la prospérité ou des choses comme ça. Donc, j'allais dire, les représentations du Christ sont aussi variées qu'en Occident. Mais autant il y a eu bien des ambiguïtés sur l'entrée du christianisme en Chine ou la réentrée du christianisme en Chine après 1842, autant la figure du Christ même a frappé beaucoup d'intellectuels, tout simplement de Chinois, de simples Chinois, comme une figure de dépouillement et de pauvreté. Je pense qu'on est un peu à la fin de notre dialogue parce qu'il faut que tu puisses te reposer avant ta grosse journée de demain. Est-ce que tu aurais de ton côté quelques mots ou une question à proposer à nos amis qui vont participer aux sessions d'été sur ce thème, un temps pour changer, un temps pour se relier? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu les encourages à particulièrement regarder ou un petit message? Oh, j'ose pas les messages, j'ose pas donner de messages, mais disons, j'aime beaucoup le mot se relier. Alors, justement, peut-être que la seule chose que je suggérerais, c'est que se relier, ce n'est pas seulement se relier en tant qu'individu, mais c'est peut-être par certains côtés savoir percer son individualité. Ne me méprenez pas, je ne dis pas qu'il faut abandonner son individualité, mais quand on se relie vraiment, on est transformé de telle façon qu'on n'est plus d'abord peut-être son individualité auquel on tient tant, mais on est, une fois encore, placé dans un faisceau de relations. Et quand on est conscient de cela, une fois encore, on ne va pas abandonner l'individualité en tant qu'on la comprend comme, disons, une instance morale, un facteur de décision, un facteur de responsabilité, mais soyons clairs, on parle souvent de l'individualité au fond comme une sorte de barrière, quelque chose comme ça. C'est mon moi, quoi. C'est mon moi. Voilà. Alors se relier, ben, c'est une façon, effectivement, non pas seulement d'aller vers l'autre, mais en allant vers l'autre, de savoir, osons le terme, perdre son moi. Voilà. Un immense merci, Benoît. Merci. Un grand merci à vous deux. Et puis un grand bonjour à... Oui, pardon. Non, pardon. Oui. Merci, un grand merci. Non. Allez, un grand merci à vous deux et un grand bonjour à tous ceux que je connais et aussi à tous ceux que je ne connais pas. Voilà. Merci encore. À bientôt. Très belle intercession et très belle session aussi. Bye bye. Merci à toi. Ciao. Bye bye.